Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui va concerner les principaux changements à venir en 2022 concernant les contributions de formation professionnelle et la taxe d'apprentissage. Ce webinaire sera animé à deux voix en deux parties. Je suis Corinne Lemarchand, responsable régionale de la gestion des comptes employeurs à l'URSSAF Normandie, et je présenterai donc cette première partie qui concerne le transfert de collecte de ces contributions à l'URSSAF Normandie. Bonjour Corinne, bonjour à l'ensemble des participantes et des participants. Je suis Julien Mingot, directeur régional d'ACTO, l'un des 11 OPCO du champ de la formation professionnelle. Et j'interviens aujourd'hui pour l'ensemble des OPCO. Je salue d'ailleurs deux de mes confrères qui sont médiateurs cet après-midi. Donc effectivement, nous sommes également assistés de plusieurs experts, deux experts URSSAF, Aurélie et Noël, et deux experts OPCO, François et Stéphanie, qui répondront à vos questions dans la zone chat tout au long de cette présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et toutes les réponses pourront faire l'objet d'une publication. Donc n'hésitez pas à liker et les questions et les réponses. Vous indiquez également que ce webinaire est enregistré et que le replay pourra être disponible en cliquant sur le lien de connexion que vous avez reçu dans votre invitation. Une dernière chose, ce support de présentation pourra éventuellement vous être adressé si vous répondez au questionnaire de satisfaction, où vous pourrez indiquer votre adresse mail et on vous adressera donc le support de présentation, mais également la foire aux questions, la FAQ, dans lequel vous retrouverez l'ensemble des questions qui ont été posées dans le chat et évidemment leurs réponses. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions plus personnelles sur votre dossier, votre situation personnelle, à poser vos questions sur votre compte en ligne sur ursaf.fr. Nous allons démarrer nous allons rentrer dans le vif du sujet, en commençant donc par la première partie, qui concerne le transfert aux URSSAF en 2022 des contributions de formation professionnelle et d'apprentissage. Vous rappelez un petit peu le contexte. Donc, à effet du 1er janvier 2022, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, donc la loi du 5 septembre 2018, qui transfère aux URSSAF le recouvrement de 4 contributions légales qui sont les suivantes, donc les 4 contributions légales, la contribution à la formation professionnelle, la CFP, la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de CDD, la contribution au CPF-CDD, également la taxe d'apprentissage, donc comme vous le savez, qui est constituée d'une part principale et d'un solde, et également la contribution supplémentaire à l'apprentissage, la CSA. Les versements volontaires de formation professionnelle ne sont pas concernés par ces évolutions. Elles continuent à être collectées par les OPCO. Julien en reparlera en deuxième partie de cette présentation. Ce premier transfert donc, ne concerne que les contributions légales. Cependant, au 1er janvier 2024, le recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social pourra être transféré aux URSSAF sur option des branches professionnelles concernées. Pour rappel, l'ordonnance prise en application de la loi du 5 septembre 2018 est parue le 23 juin 2021. Alors, ce qui se passe au titre de la masse salariale 2021. Les OPCO assurent la dernière collecte, leurs derniers actes de collecte au titre de la masse salariale 2021. Les entreprises de moins de 11 salariés ont versé ou auront versé aux OPCO au titre de la masse salariale, donc ont versé avant le 15 septembre 2021 un premier acompte de 40% de leur contribution à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage et verseront avant le 1er mars 2022 au titre de la masse salariale 2021 les 60% restants. Pour les entreprises de 11 salariés et plus, elles ont versé ou vont verser au titre de la masse salariale 2021, donc ont versé en février 2021 le premier acompte de 60% des contributions de formation professionnelle et de taxe d'apprentissage.
Elles ont versé avant le 15 septembre 2021 le second acompte de 38%. Et ensuite, avant le 1er mars 2022, les 2% restants. Et également avant le 1er mars 2022, la CSA pour les entreprises redevables, qui sont redevables de cette contribution, les entreprises de plus de 250 salariés. Les OPCO demeurent compétents pour tout ce qui concerne donc la masse salariale 2021 et les années antérieures. Donc pour tout ce qui concerne régularisation et paiement de la contribution formation professionnelle et taxes d'apprentissage, concernant l'année 2021 et antérieure, les OPCO restent compétentes. Maintenant, ce qui change en 2022 et au titre de la masse salariale 2022. Donc, à compter du 1er janvier 2022, c'est l'URSSAF qui est l'interlocuteur unique des entreprises pour tout ce qui est question d'assujettissement, de déclaration de ces contributions et de leurs éventuelles déductions. L'URSSAF va également être l'interlocuteur unique en termes d'assistance DSN, déclaration sociale nominative, ou en termes de paiement, etc. Donc le gros changement réside effectivement dans le fait qu'il s'agit maintenant d'une déclaration en DSN, déclaration sociale nominative, à partir de janvier 2022, à partir de la période d'emploi janvier 2022. Donc qui dit DSN, dit déclaration en DSN, dit mensualisation des contributions de formation professionnelle et de la part principale de la taxe d'apprentissage. Donc mensualisation de la contribution formation professionnelle, de la contribution au financement du compte personnel de formation des CDD et de la part principale de la taxe d'apprentissage qui antérieurement était exigible annuellement en exercice décalé, effectivement, le 1er mars de l'année N+1 au titre de la masse salariale de l'année N. Et donc la première collecte par l'URSSAF de ces contributions se fera en janvier 2022 sur la DSN de janvier 2022, de la période d'emploi janvier. Donc cette DSN qui est exigible le 5 ou le 15 février 2022 selon l'effectif de votre entreprise et la date de versement des salaires. Il y a par contre maintien d'un recouvrement annuel en exercice décalé de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et du solde de la taxe d'apprentissage. Donc la CSA au titre de la masse salariale 2022, la première collecte par l'URSSAF, se fera sur la DSN de mars 2023, exigible le 5 avril 2023. Et également le solde de la taxe d'apprentissage, le versement libératoire, au titre de la masse salariale 2022, sera également collecté par l'URSSAF sur la DSN d'avril 2023, exigible le 5 ou le 15 mai 2023, selon votre effectif. Ce calendrier vous permet de constater qu'il n'y a pas de risque de double paiement. Nous sommes effectivement là, donc en orange, sur ce qui est de la compétence des OPCO et en bleu, ce qui est de la compétence des URSSAF. Donc on voit bien en orange, là où on est encore sur la compétence des OPCO, les contributions des entreprises de moins de 11 salariés avec ce versement des contributions de 40% en février, puis le solde en mars 2022, mais on est bien sur la masse salariale 2021, et également pour les entreprises de plus de 11 salariés, les premiers acomptes en 2021, puis le solde de la taxe d'apprentissage de 2% en mars 2023 et la CSA. Mais ensuite, c'est de la compétence de l'URSSAF sur la masse salariale 2022 et donc un principe de mensualisation. Si on en revient à la redevabilité, les taux et la déclaration en DSN de ces 4 contributions légales. Donc la contribution à la formation professionnelle et la contribution au compte personnel de formation des CDD, les entreprises, les employeurs qui sont redevables sont tous les employeurs de droit privé et également les EPIC, les établissements publics à caractère industriel ou commercial, les entreprises publiques, les sociétés d'économie mixte, les régies départementales ou communales dotées de la personnalité morale et qui exercent une activité industrielle et commerciale. Le taux de contribution
Pour la CFP, le taux est de 0,55% de la masse salariale brute pour les employeurs de moins de 11 salariés, y compris pour les ETT, les entreprises de travail temporaire de moins de 11 salariés. Il est de 1% de la masse salariale brute pour les employeurs de plus de 11 salariés, y compris pour les ETT. C'est une nouveauté qui vient d'être votée dans le projet de loi de finances 2022. Et également de 2% de la masse salariale brute pour les entreprises employant des personnels intermittents du spectacle. Les rémunérations versées aux apprentis sont exclues de l'assiette de la contribution à la formation professionnelle pour les entreprises de moins de 11 salariés. Et concernant la contribution au CPF-CDD, le financement du compte personnel de formation des CDD, cette contribution est de 1% du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires de CDD. En DSN, la CFP est déclarée dans les données individuelles, sur la cotisation individuelle qui est portée par la rubrique 128, puis en données agrégées. Donc les cotisations agrégées sont déclarées au moyen de codes types de personnel, les CTP, que vous connaissez bien en DSN. Donc le CTP 959 pour les entreprises de moins de 11 salariés, à ce taux de 0,55% que je vous indiquais précédemment. Le CTP 871 pour les entreprises de plus de 11 salariés, y compris les ETT de plus de 11, au taux de 1%. Et le CTP 983 pour les employeurs du spectacle, au taux de 2%. Concernant la contribution au compte personnel de formation des CDD, certains CDD ne donnent pas lieu au versement de cette contribution, les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. En DSN, quand une contribution est due, la cotisation individuelle est portée en rubrique 129, puis en données agrégées, la cotisation agrégée est déclarée par le CTP 987 au taux de 1%. Concernant la taxe d'apprentissage, la taxe d'apprentissage est due par tout employeur soumis à l'impôt sur les sociétés, quel que soit son statut, donc les entreprises individuelles ou les sociétés de personnes, les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, les associations, mais également les groupements d'intérêt économique. Et également les entreprises et les employeurs soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. Les sociétés de personnes soumises au BNC, aux bénéfices non commerciaux, sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Les structures non assujetties à la taxe d'apprentissage sont précisées dans un article du Code du travail. Les rémunérations dues aux apprentis pour les employeurs de moins de 11 salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Il existe également une exonération au-delà de 6 SMIC. Donc effectivement, sont exonérés mensuellement, donc via la DSN, de la taxe d'apprentissage les employeurs qui occupent un ou plusieurs apprentis, avec qui ils ont conclu donc un contrat d'apprentissage, et cumulativement, lorsque la somme des rémunérations mensuelles dues par ces employeurs n'excède pas 6 fois le montant du SMIC en vigueur au moment de la période d'emploi. La taxe d'apprentissage, le taux de contribution, donc comme je l'indiquais, se compose d'une part principale et d'un solde. La part principale est de 0,59% de la masse salariale, hors Alsace-Lorraine. Et donc pour les établissements présents en Alsace-Moselle, peu importe le lieu du siège de l'entreprise, il est de 0,44%. Et le solde, il est de 0,09% de la masse salariale hors Alsace-Moselle et il n'y a pas de solde de taxe d'apprentissage pour les établissements en Alsace-Moselle. Il existe une possibilité de déduction de la part principale de la taxe d'apprentissage. Une entreprise donc, qui dispose d'un service interne de formation clairement identifié et qui accueille des apprentis peut déduire de la part principale de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses engendrées relatives aux formations délivrées par ce service à ses apprentis. L'entreprise peut également déduire les dépenses liées à des versements destinés au financement, à financer le développement d'offres nouvelles de formation par l'apprentissage.
Le montant de ces déductions, de ces deux possibilités de déduction, est applicable sur une année, mais ne peut excéder 10% du montant total de la part principale de la taxe d'apprentissage de l'année N-1. En DSN, donc comment cela se traduit en DSN? La taxe d'apprentissage, la part principale est déclarée en rubrique individuelle en valeur 130 et en données agrégées dans le bloc de cotisation agrégée par le CTP 982 au taux de 0,59% et le CTP 983 pour l'Alsace-Moselle au taux de 0,44%. Et la déduction dont je vous faisais part, déduction à la part principale de la taxe d'apprentissage, donc le service de formation ou l'offre nouvelle de formation, maximum 10%, est à déclarer en rubrique de cotisation établissement en valeur 0,75 et également en données agrégées par le CTP 994, où l'on indique le montant de la déduction. La quatrième contribution légale, la CSA, la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Donc cette contribution est véritablement une contribution incitative à l'emploi d'alternants dans les grandes entreprises. Donc sont assujettis à cette contribution supplémentaire à l'apprentissage de façon cumulative les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage, les entreprises qui ont un effectif moyen annuel supérieur à 250 salariés, et les entreprises qui ont employé au cours de l'année précédente, dans leur effectif, moins de 5% de leurs salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, ou des personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. En DSN, la contribution supplémentaire d'apprentissage, comment cela va-t-il se passer? Donc, à partir des données déclarées par les entreprises en DSN au titre de l'exercice 2022, via les DSN courantes de l'année 2022, à partir du dépôt de la DSN de décembre 2022, donc qui est exigible le 5 ou le 15 janvier 2023, les URSSAF calculeront les effectifs nécessaires au calcul de la CSA. Donc l'effectif d'alternant et l'effectif moyen annuel. Les URSSAF notifieront ces effectifs aux entreprises. Ensuite, les entreprises calculeront leur contribution par rapport à ce ratio, par rapport au ratio d'emploi alternant par rapport au ratio de l'effectif global. Et ensuite, les entreprises déclareront, s'ils sont redevables, leur contribution CSA via la DSN de mars 2023 qui est exigible le 5 avril 2023. Pour vous accompagner dans tous ces termes un petit peu techniques, vous avez un certain nombre de documentations, notamment sur ursaf.fr. Vous disposez, au-delà d'une actualité en première page, du guide du déclarant. Vous avez également accès à une foire aux questions qui est régulièrement alimentée. Vous avez également sur ursaf.fr, le guide URSSAF, comment déclarer et régulariser les cotisations URSSAF en DSN et notamment toute la déclinaison des CTP, des codes types de personnel que je viens de vous évoquer. Vous avez également sur Net Entreprise, là où vous déposez vos DSN, différentes fiches consignes, les différentes fiches techniques consignes DSN. Vous en avez plusieurs qui reprend chaque cas de figure. Un schéma qui vous montre la répartition de ces contributions, du versement de la collecte de ces contributions. Donc, comme vous le voyez, les entreprises contribuent à la formation professionnelle, au compte personnel de formation des CDD, à la taxe d'apprentissage et à la contribution supplémentaire pour les grandes entreprises. Donc, les entreprises déclarent et versent ces contributions à l'URSSAF, qui reverse les fonds à France Compétences, qui ensuite redistribue à tous les partenaires concernés par ces fonds concernant la formation professionnelle, donc l'État, la région, etc., et également aux OPCO, en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et d'apprentissage, mais également à des fonds qui vont alimenter la possibilité de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Un dernier schéma avant de passer la parole à Julien, pour vous rappeler
Donc les compétences de chaque intervenant. Donc les URSSAF, dont la compétence essentielle est d'accompagner, de conseiller les entreprises et de procéder à la collecte à partir de 2022. Donc l'accompagnement des entreprises dans cette nouvelle façon de déclarer ses contributions. La compétence de France Compétences qui assure la répartition de ces fonds et qui suit le financement de toutes ces données, de tous ces fonds pour une meilleure répartition. Et enfin, toutes les OPCO, dont on a mis quelques logos ici, les OPCO qui étaient concernés par la collecte jusqu'en 2022 au titre de la masse salariale 2021, mais qui continuent à accompagner les entreprises dans leurs projets de formation. C'est ce que va notamment vous présenter Julien dans la deuxième partie. Merci beaucoup, Corinne. Effectivement, vous l'avez dit, les OPCO, opérateurs de compétences, ont succédé aux OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés. Ça fait le lien avec ce que vous avez dit et le relais que je vais prendre, puisque dans OPCA, il y avait bien cette notion de collecte, et on voit bien que la collecte bascule. Vous l'avez rappelé, les OPCO, opérateurs de compétences, assureront la collecte au titre de la masse salariale 2021, selon les schémas que vous avez rappelés précédemment, avec un dernier versement à la fin du mois de février 2022 sur masse salariale 2021. Et puis ensuite, on bascule sur le schéma que vous avez évoqué. Les opérateurs de compétences ont donc succédé aux OPCA, je le disais, à la suite de la loi de 2018. Ils ont vocation à être organisés selon des cohérences de filières et d'activités économiques spécifiques. Donc vous découvrez à l'écran les 11 OPCO qui sont présents dans le paysage de la formation professionnelle. Et puis on vous a mis en fin de support les coordonnées des uns et des autres pour que vous puissiez, selon les questions que vous pourriez avoir spécifiques à l'un ou l'autre des OPCO concernés, les contacter ensuite. Ce qui est important, donc, c'est évidemment de retenir cette organisation par filière et par cohérence de champ économique. On l'a dit, la collecte de la contribution formation professionnelle et alternance ne fait plus partie des attributions des OPCO. Elle est désormais celle de l'URSSAF. Deux exceptions qui perdurent. La collecte de tout ce qui est lié aux contributions conventionnelles. Certaines branches professionnelles ont mis en place des contributions conventionnelles qui vont au-delà des contributions légales. Ces contributions conventionnelles continueront à être perçues par les OPCO, à être collectées par les OPCO. Et puis, autre exception, vous l'avez évoqué aussi Corinne, c'est la possibilité pour les OPCO de conserver la collecte des contributions volontaires, tout ce qui est versé volontairement par les entreprises pour bénéficier d'une offre de service spécifique, d'un accompagnement particulier de l'OPCO. Eh bien, là aussi, les versements volontaires pourront continuer à être collectés par les OPCO. Alors, on l'a dit, plus de contributions, plus de collecte, mais évidemment, les OPCO continuent à déployer l'offre de services adaptés aux besoins de leurs entreprises qui relèvent des branches des différents périmètres, avec des missions prioritaires aujourd'hui des OPCO. Vous en avez évoqué quelques-unes, Corinne. Principalement tout ce qui est lié à l'emploi en alternance et en particulier l'apprentissage. Depuis la loi de 2018, là encore, l'apprentissage relève des branches professionnelles, et à ce titre-là, ce sont les OPCO en tant qu'outil des branches qui interviennent sur le financement des contrats d'apprentissage et tout le développement également à la fois quantitatif et qualitatif de l'apprentissage. C'est particulièrement important puisqu'on voit bien dans le contexte actuel et sur ces 2 dernières années une évolution très forte en termes quantitatifs de l'apprentissage. On devrait atterrir autour de 560 000 contrats d'apprentissage à peu près sur cette année 2021, ce qui sera un record jamais établi. C'est particulièrement important pour nous, ensemble des OPCO, d'assurer ce développement et surtout de travailler autour de la qualité, puisque l'apprentissage étant une voie idéale pour l'insertion professionnelle des jeunes.
Deuxième axe sur lequel nous sommes mobilisés, et on le voyait bien dans le schéma qui était évoqué précédemment, c'est le développement des compétences des salariés. Les OPCO interviennent sur la mise en œuvre et l'accompagnement de la montée en compétences, du maintien dans l'emploi des salariés des entreprises des branches adhérentes. En particulier, puisque les fonds mutualisés sont désormais guidés sur les moins de 50 salariés, évidemment, les TPE, PME moins de 50 font partie des priorités d'accompagnement des OPCO, ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de continuer à apporter un accompagnement, bien sûr, très fin et de qualité aux entreprises adhérentes de toute taille et d'adapter notre offre de services pour qu'on soit en capacité de satisfaire l'ensemble des tailles d'entreprises qui sont adhérentes. Troisième point, je le disais, je fais le lien, c'est l'accompagnement de l'ensemble de nos entreprises adhérentes et en particulier les TPE-PME. Et puis, bien sûr, en tant qu'outil des branches professionnelles, nous avons vocation à accompagner celles-ci, notamment pour travailler sur tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois, des compétences de la branche professionnelle, travailler donc en cela sur les observatoires prospectifs. On voit bien à la fois par le biais de la situation sanitaire, bien sûr, mais pas que, aussi de l'évolution des techniques, des technologies, que les métiers évoluent, que les besoins en compétences évoluent, que les façons d'intégrer les compétences évoluent aussi. Voilà, les observatoires prospectifs et les différents besoins des entreprises de ces branches font que les OPCO sont particulièrement mobilisés. Et là aussi, j'invite les participantes et les participants de cet après-midi à ne surtout pas hésiter à se tourner vers leurs OPCO pour pouvoir travailler sur ces champs-là notamment. Et puis, autre point en accompagnement des branches professionnelles sur lequel nous travaillons, c'est tout ce qui est lié aux certifications et faire en sorte que nous puissions faire évoluer les certifications et qu'elles puissent correspondre le mieux possible aux besoins des entreprises. Je le disais, pour faire ces axes-là et pour travailler sur des offres de services spécifiques, nous avons la possibilité et les entreprises peuvent nous verser des versements volontaires qui leur permettent de pouvoir développer cette offre de services et d'accéder à des dispositifs spécifiques et adaptés. Alors, en lien avec l'offre de services que je citais, bien évidemment non exhaustive, chaque OPCO, en fonction des besoins de ses branches professionnelles, en fonction de la mobilisation de celles-ci, déploie une offre de services sur mesure, bien évidemment. En parallèle à cette offre de services qualitative, nous accompagnons fortement la mise en œuvre des politiques publiques et le déploiement de financements spécifiques. Alors, nous avons voulu en illustrer un certain nombre cet après-midi, bien sûr non exhaustif, puisque là aussi, notre mobilisation est très forte et que la boîte à outils que nous vous proposons est très importante, mais il est important pour nous de vous rappeler ces différents dispositifs. En premier lieu, le dispositif de la PCRH, Prestation Conseil Ressources Humaines, qui est un diagnostic et un accompagnement en gestion des emplois et des parcours professionnels que nous proposons à nos entreprises adhérentes. Cette PCRH permet à toute entreprise qui le souhaite, et en priorité les TPE-PME, de pouvoir bénéficier à la fois d'une photographie, d'un diagnostic, mais surtout d'un accompagnement par un consultant spécifiquement référencé sur différents axes permettant le développement de tout ce qui est organisation des ressources humaines dans l'entreprise. À ce titre-là, nous bénéficions d'un conventionnement avec l'État, avec les services du ministère du Travail, de manière à proposer cette prestation de manière financée, voire en fonction des tailles d'entreprise et des branches, prestation qui peut être complètement financée par l'OPCO et par le ministère du Travail, je l'évoquais. Deuxième point, deuxième ligne budgétaire qu'il nous paraissait important de mettre en lumière cet après-midi, c'est le dispositif du FNE Formation, réactivé fortement depuis mars 2020 et le confinement que nous avons vécu. L'État, par le biais des OPCO, a souhaité que les entreprises, à ce moment, puissent faire en sorte d'utiliser l'activité partielle pour que les salariés puissent être formés, puissent développer leurs compétences,
de manière à être le mieux formé et le mieux préparé possible au moment de la reprise. Donc c'était la mobilisation initiale. Aujourd'hui, en 2021, et avec des perspectives en 2022 également, le FNE Formation permet de pouvoir bénéficier de financements très importants pour pouvoir accompagner la formation de vos salariés au sein de vos entreprises. Là encore, en fonction des différentes conventions signées, les OPCO, par le biais donc, du ministère du Travail et du FNE Formation, peuvent venir vous accompagner à financer la totalité des coûts que vous investissez dans la formation de vos salariés. L'ensemble des actions de formation sont éligibles au FNE Formation, en dehors de celles qui relèvent de l'obligation de sécurité qui s'impose à l'employeur. Et nombre d'entreprises et nombre de branches professionnelles sont éligibles au FNE Formation, puisque au-delà de la reprise post-Covid, les entreprises, par exemple en mutation économique, ou les secteurs qui peuvent justifier de mutation économique, technologique, peuvent également être éligibles au FNE Formation. Donc sur ce sujet-là, les OPCO déploient les financements mobilisés par l'État et nous vous accompagnons au plus près de vos besoins, au plus près des territoires pour articuler, répondre à ces besoins et vous apporter les financements qui, je le disais, sont particulièrement importants. Il est important de citer également, et on retrouve, Corinne, sur le schéma de répartition des fonds que l'URSSAF désormais va collecter. Au-delà de ceux qui sont reversés aux OPCO, on en a parlé, il y a aussi une partie de ces financements qui servent à être intégrés dans le PIC, le programme d'investissement dans les compétences, qui a vocation notamment à accompagner les besoins en emploi des branches professionnelles et plus particulièrement la formation des demandeurs d'emploi, ce qui vous permet, employeurs, de pouvoir bénéficier de formations à destination des demandeurs d'emploi pour qu'ils soient qualifiés ou le plus qualifiés possible à venir occuper vos emplois après qu'ils aient été formés. Donc on est véritablement sur l'investissement dans les compétences au service de vos besoins et des métiers que vous recherchez aujourd'hui et demain. Les transitions collectives, dispositif né au tout début de l'année 2021, qui a vocation à travailler sur la possibilité pour des salariés qui relèvent, en tout cas pour lesquels les emplois peuvent être fragilisés dans l'entreprise ou fortement en évolution et qui souhaitent s'orienter vers des emplois davantage porteurs, eh bien, le système des transitions collectives a vocation à pouvoir permettre, une fois que ce lien-là est fait, à accompagner les salariés concernés et à faire en sorte que des cursus de formation diplômants, certifiants, leur soient là aussi complètement financiers et leur permettre d'avoir une transition d'un métier à un autre. Donc là aussi, on est sur des financements très importants et qui permettent véritablement de travailler sur cette anticipation, d'anticiper les métiers qui demain pourraient être moins porteurs pour permettre et mobiliser des financements et faire en sorte que les salariés aillent vers des métiers davantage recherchés avec toutes les compétences nécessaires. Et puis, je le disais de manière non exhaustive, il est important pour nous aussi de mettre en lumière les différents cofinancements qui peuvent exister, ou bien aux échelons régionaux, ou bien aux échelons nationaux, et qui permettent là aussi, en fonction des besoins spécifiques, en fonction des secteurs d'activité ou des impacts sur ces secteurs d'activité, de pouvoir, en partenariat avec votre OPCO, outil de la branche, aller chercher différents cofinancements. Voilà, c'était important de repréciser cette offre de services mobilisée par les OPCO. On voit bien que la collecte ne relève plus du périmètre des OPCO aujourd'hui, opérateurs de compétences, mais en tout cas pour tout ce qui est mobilisation de nos organisations sur votre accompagnement, l'accompagnement de vos salariés, sur l'emploi bien évidemment, l'alternance en particulier, mais pas que, sur la gestion de vos compétences et le développement de la formation professionnelle. Bien évidemment, les OPCO au plus près, sur les territoires et au plus près de vos besoins, continuent à avoir cette mobilisation. Nous avons mis sur les slides suivantes, et vous pourrez en bénéficier bien évidemment, les contacts des 11 OPCO présents dans le paysage de la formation professionnelle. Je le disais, notre rôle c'est d'être au plus près de vos besoins sur le territoire. N'hésitez surtout pas, pour vos besoins, à vous tourner vers les uns et les autres en fonction du secteur d'activité dont vous relevez. Merci beaucoup, Julien.
Nous allons passer à un échange questions-réponses. Est-ce que les chatteurs ont des questions à nous poser? Alors, le temps peut-être que les questions descendent. Alors, n'hésitez pas hein, sur l'explication de la bascule des contributions modèle 2021 par rapport au modèle de 2022. Hein, on voit bien quelques évolutions, notamment dans le temps. Également sur les contributions qui relèveraient ou bien des versements volontaires ou bien des contributions conventionnelles des branches professionnelles à nous solliciter, sur la temporalité également, hein, Corinne, puisqu'on voit bien que quand même en début d'année 2022 vont se succéder deux modèles pour la dernière fois, hein, le solde des contributions 2021 que nous assurerons OPCO et puis le relais que vous prendrez dès le mois de février au titre de janvier 2022 et pour la suite au niveau de l'URSSAF. Donc voilà, c'est tout à fait ça, mais il n'y a pas de double versement, c'est bien un transfert, un passage de relais sur cette collecte. C'est important de le préciser, effectivement. Il n'y a pas de double versement, on est bien sur deux masses salariales distinctes. Exactement. Alors, nous n'avons pas ou il n'y a pas de questions, ce qui me surprendrait. Ou... Bonjour Corinne. Ah. Une question peut-être qui mérite d'être précisée. Quid des contributions conventionnelles entre la masse salariale 2022 et 2024? Alors oui, effectivement, la question mériterait d'être précisée. Telle que je la comprends, on va être sur une contribution conventionnelle, hein, donc si tant est bien évidemment que la branche concernée est un conventionnel, ce qui est forcément le cas si la question est posée. On va être, comme c'était dit, en fonction de la proportion, hein, puisque les contributions conventionnelles peuvent évoluer d'une branche à une autre, hein, le pourcentage de masse salariale n'est pas le même en fonction de la branche professionnelle. Ce sont les partenaires sociaux de la branche qui en décident. Ce que je comprends, c'est qu'en 2022, ou en tout cas au titre de la masse salariale 2022, ce sont les OPCO, on le disait, qui continueront à percevoir cette contribution conventionnelle. Au titre de la masse salariale 2024, si je comprends bien la question, eh bien, auquel cas, si la branche professionnelle fait le choix, par le biais d'un accord, de déléguer à l'URSSAF la collecte, ce sera l'URSSAF qui prendra le relais. Mais on est bien sur une décision de la branche professionnelle que de dire, voilà, on souhaite, en plus de la contribution légale, travailler avec vous, l'URSSAF, également sur le versement conventionnel. Voilà, c'est tout à fait ça. On est bien sur les contributions légales pour l'URSSAF jusqu'en 2024 et éventuellement sur option des branches professionnelles. Une autre question ? En espérant qu'on ait bien compris et bien répondu à celle-ci, François. Une autre question, si... Oui. Pas d'autres questions de notre côté. On a répondu au fur et à mesure aux questions posées, donc il y a des réponses d'apporter. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Julien. Merci Corinne. Julien et moi vous remercions pour avoir participé nombreux à ce webinaire. Et donc nous remercions également les experts qui ont répondu à vos questions tout au long de cette présentation. Vous avez pu constater que le questionnaire de satisfaction, le lien du questionnaire de satisfaction vous a été transmis dans la zone chat au cours de la deuxième partie de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à le compléter et à, si vous le souhaitez, indiquer votre adresse mail pour recevoir le support de présentation qui vous a été présenté, et il sera également accompagné de la foire aux questions qui sera alimentée à partir des questions qui ont été posées. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans cette zone chat. Votre avis, hein, le webinaire va continuer à se dérouler quelques minutes pour que vous puissiez donner votre avis et éventuellement faire part des sujets que vous auriez souhaité que l'on aborde. N'hésitez pas non plus, hein, pour vos situations plus personnelles, hein, vos questions personnelles sur votre dossier, à contacter l'URSSAF sur ursaf.fr dans votre dossier en ligne, ou pour toutes les questions concernant les OPCO, évidemment, contactez votre OPCO. Notamment sur le conventionnel dont nous parlions. Exactement. Effectivement, en fonction des branches et des spécificités, nous vous invitons à vous tourner vers l'OPCO dont vous relevez.
Merci encore. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci. Merci Julien. Merci Corinne.